Pour la dernière ligne droite de ce rendez-vous, la tribune Zéro Carbone, on va donc parler du dernier kilomètre avec à nos côtés des acteurs privés et publics. Julie Frech, vice-présidente de la métropole de Montpellier en charge des mobilités. Christophe Cazet, président de Service Écusson Vert, c'est une société de transport du dernier kilomètre. Et puis Emmanuel Mouton, qui est directeur général de Sinox. Sinox qui développe des solutions d'Internet des objets, notamment pour les entreprises de la logistique, du transport et les collectivités associées. Bonjour à tous et toutes. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'être présent. On va commencer avec vous, Christophe Cazet. Donc on imagine que votre activité de livraison de colis, elle a explosé au cours des deux dernières années. C'est un secteur extrêmement porteur en matière d'emploi et qui est notamment lié à la démocratisation des commandes e-commerce. Qui sont vos clients? Et si vous pouvez nous décrire quelle a été la trajectoire de votre société au cours des 2 dernières années? Donc, Service Écusson Vert, c'est spécialisé dans la livraison du petit colis, dans la livraison urbaine, la livraison du dernier kilomètre en véhicule électrique. En véhicule électrique. Oui. Et donc, comment a grandi votre flotte au cours des 2 dernières années? Suite au confinement, ce qui s'est passé, c'est que nous avons répondu à des demandes qui étaient complètement différentes puisque le e-commerce s'est développé, mais aussi la livraison à la personne pour l'alimentaire, puisque n'oublions pas que les gens étaient confinés chez eux. Donc il a fallu rebondir très rapidement pour regrouper des producteurs, regrouper des métiers de bouche, faire de la logistique sur l'alimentaire et d'aller le livrer. Donc après, suite à ça, les commissionnaires de transport pour lesquels je travaille, qui sont FedEx, qui sont DHL, qui sont UPS et Amazon Logistique, ont continué de développer leur offre pour être au plus près du citoyen et de leur amener au plus près leurs marchandises. Aujourd'hui, en volume, combien de colis est-ce que vous livrez par jour à Montpellier? Actuellement, nous livrons quasiment 5000 colis par jour sur Montpellier et sur la métropole de Montpellier, puisque nous allons aussi sur Latte, Pérols et Castelnau. Donc c'est à peu près 5000 colis par jour pour cinquantaine de livreurs et une dizaine, on est à peu près 60 dans l'équipe actuellement. On reviendra ensuite donc sur le mode de transport que vous avez choisi, donc qui est un mode de transport électrique. Est-ce que c'est un mode précisément est-ce que c'est un argument commercial, j'allais dire, auprès de FedEx, auprès du PS, auprès d'Amazon Logistique, le fait d'être avec vos véhicules verts ou pas? Non, pas du tout, puisque nous, on a commencé en 2010 à livrer avec des goupilles. Donc, c'est mon épouse qui livrait, une femme déjà en livraison, avec un véhicule électrique dans le centre-ville de Montpellier. En 2016, j'ai fait une proposition sur un modèle économique à la métropole de Montpellier, qui était la livraison du dernier kilomètre avec des véhicules électriques. Du coup, on a créé un partenariat avec un espace de logistique urbain aux portes du centre-ville à Antigone, dans un dépôt qui fait 200 mètres carrés, qui me permet de récupérer tous les colis qui sont à l'extérieur de Montpellier, de pouvoir les mutualiser, de les massifier et de faire la livraison du dernier kilomètre avec des véhicules plus petits, d'un gabarit plus petit, avec des énergies électriques actuellement. Et j'ai développé d'autres énergies qu'on discutera plus tard, et surtout de la cyclo-logistique pour Amazon Logistique. Merci. Alors Julie Frech, en disant que vous avez donc noué une forme de partenariat avec cette société, ou en tout cas vous l'avez loué des locaux qui lui permettent d'assurer cette activité. La collectivité a-t-elle la possibilité, sinon le désir, d'interdire la circulation de véhicules de livraison à motorisation thermique en ville? On voit souvent, pour ceux qui prennent le vélo, en tout cas, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Pardon, j'ai dit on. Aïe, je me suis trahi. Des camions de livraison qui parfois se garent sur des voies de circulation dédiées au vélo. En même temps, si j'étais livreur, je ne sais pas comment je pourrais faire autrement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter tout ce beau monde? Et bonjour. Bonjour. Alors oui, alors la logistique urbaine et la logistique du dernier kilomètre, c'est effectivement celle qui, dans l'espace public, rencontre et pose le plus de difficultés. Depuis le premier confinement, à Montpellier, c'est 30% supplémentaires sur le e-commerce et c'est autant de camions finalement supplémentaires, que ce soit effectivement des petites fourgonnettes qui peuvent aller jusqu'à 7,5 tonnes, qui pénètrent finalement dans des petites rues apaisées, qui stationnent en plein milieu de la chaussée, qui stationnent sur les pistes
pistes cyclables, sur les plateformes de tramway. Oui, donc ça génère effectivement un certain nombre de problématiques parce que aujourd'hui, si vous allez à la station de tramway, gare le matin ou observatoire, c'est un défilé continu de livreurs qui sont sur les plateformes de tramway. Et aujourd'hui, on a des problèmes en fait de sécurité. Voilà, aujourd'hui, vous demandez à un conducteur de tramway, quel est son niveau d'anxiété lorsqu'il circule, notamment sur la ligne 4, qui est la ronde autour de l'Écusson, avec la problématique des livreurs. Et ce n'est plus supportable. Voilà, cette situation n'est plus possible. Il y a des règles aujourd'hui que plus personne ne respecte. Il y a un arrêté municipal qui interdit aux véhicules de livrer après 10 heures. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas respecté. Donc il faut dans une nouvelle situation, il faut remettre un petit peu de l'ordre, il faut rappeler un petit peu l'usage de la règle, et il faut surtout offrir des perspectives et des alternatives. Donc nous avons multiplié les passes de stationnement livraison, nous allons continuer dans ce sens. Nous avons mis en place une application qui permet aux livreurs, avant d'arriver dans l'hypercentralité, de voir où sont ces places de livraison. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens ne respectent pas les places de livraison, se garent dessus, et donc on a la problématique des voitures ventouses qui finalement ne partent jamais. Il faut, et ça c'est notre responsabilité, et nous sommes en train de faire ce travail, nous venons de recruter une personne dédiée à la question de l'immobilier logistique. Voilà, identifier des petits établissements de l'éco-logistique, d'ailleurs, comme... Oui, 200 mètres carrés, voilà, c'est tout à fait raisonnable. Alors, oui. un peu plus, parce que là, d'ailleurs, vous aimeriez avoir un peu plus. Un peu plus, voilà, mais il faut absolument multiplier les établissements logistiques de proximité dans le centre-ville de Montpellier pour permettre finalement aux acteurs de la logistique de pouvoir livrer de manière totalement décarbonée. Il faut investir effectivement sur les véhicules électriques, sur la livraison du dernier kilomètre, et il faut organiser, notamment pour les denrées alimentaires, la massification à partir du marché d'intérêt national. Un exemple très concret, hier, je suis allé visiter la Cagette, qui est le grand marché solidaire avenue Clémenceau. C'est quand même le deuxième marché solidaire de France et c'est le troisième au monde après New York. Donc c'est quand même un endroit qui a des problématiques spécifiques. Et donc, lors de la visite, quand je suis arrivé, il y avait un camion qui se garait sur la piste cyclable devant et c'était 19 tonnes pour sortir une toute petite palette. Et l'intérieur du camion était totalement vide. Donc ça montre bien la difficulté et l'immensité du problème. Il n'était pas en fin de tournée. Il n'était pas du tout en fin de tournée parce qu'on était 8h30 du matin. Donc il faut bien effectivement traiter ce problème, faire un rappel à la règle, trouver des établissements de logistique, créer un hôtel logistique comme vient de le faire et vient de l'inaugurer Toulouse et apporter des solutions aux professionnels. Et ça s'inscrit aussi dans une dynamique plus large sur la décarbonation des mobilités avec la mise en place de la zone à faible émission à partir du début d'année 2022. Merci. Alors, Emmanuel Mouton, Sinoc, je disais, c'est une société d'Internet des objets. L'Internet des objets, ça sert notamment à mesurer. Alors, en matière de transport, et notamment de transport urbain du dernier kilomètre, vous mesurez quoi et comment est-ce que vous le mesurez ? On a eu des bons exemples, donc c'était excellent parce que de voir l'enjeu finalement qu'une collectivité a dans le fait de comment régir finalement les mobilités en intérieur. Mais pour ça, il faut avoir de l'information. Il faut avoir de la donnée et cette donnée au plus près du terrain. Donc concrètement, on est à mesurer où passent les camions, où passent les voitures, combien de camions rentrent dans la ville, sortent de la ville, quelle typologie de camions. Alors combien ça beaucoup, dans 3000. 50 000. Ouais. Territoire de la métropole par jour. Et quand on parle de camions, voilà qu'on s'entende bien parce qu'on a des camionnettes, j'allais dire, on a le format express et puis on a le 19 tonnes. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie camion pour vous ? Alors, normalement, dans l'aire piétonne, il y a une aire, c'est en tout cas avenue Clémenceau et ensuite sur toute la centralité, on n'a pas le droit de rentrer avec un tonnage supérieur à 7,5 tonnes. Ce n'est pas respecté. Ouais, hein. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et exactement. pourtant, voilà. C'est pour arriver à inciter. Donc à réglementer, il faut pouvoir mesurer et c'est là où la technologie arrive à amener les informations qui permettent d'aider les décideurs à prendre les bonnes décisions, à anticiper. Vous avez parlé des voitures ventouses ou des camions ventouses. C'est pour ça qu'ensemble, à la métropole, on a équipé les places de parking connectées.
connecté, c'est d'arriver à identifier qu'un véhicule est là, depuis combien de temps il est là, et d'arriver avec les caméras vidéo à voir si il est autorisé à être là. On l'utilise aussi notamment aussi sur les places pour les personnes à mobilité réduite, et ça c'est très pertinent. Donc la technologie permet, de remonter de la donnée, de la corréler avec des informations qui sont extérieures, quelle est la météo, quel est le trafic, il y a des événements, la densité qu'il peut y avoir extérieure, parce qu'il n'y a pas que des camions. On essaye d'inciter à utiliser les vélos, à utiliser les trottinettes, les véhicules électriques, les véhicules thermiques. Donc tout ce petit monde-là, c'est d'avoir les bonnes informations pour croiser ces données et avoir des indicateurs pour que tous les acteurs, et donc c'est là où la technologie va permettre donc d'ouvrir ces données, de les mettre à disposition, d'amener des outils pour que chacun, à son niveau, ait l'information qui lui permette d'agir dans un esprit de cohésion globale. Et ça, c'est parce qu'on parle souvent de technologie, attention, est-ce qu'on est décarboné ? C'est là où, acteur qu'on est, on essaye d'avoir de la technologie qui est aussi numérique responsable. Donc c'est aussi important. On en reviendra après. Alors, Julie Fraîche, est-ce que la mesure de ces voitures ventouses ou camions ventouses qui peuvent être stationnés, aujourd'hui, vous êtes en capacité, en possibilité, peut-être même légale, voilà, d'agir sur la foi des observations faites par cette société, ou est-ce qu'il faut de toute façon un contrôle humain pour pouvoir dégager ces voitures qui empêchent la bonne fluidification, la bonne fluidité de la circulation? Alors, votre question me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement un retard réglementaire sur la question. Ça veut dire au niveau technologique, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation peut très bien verbaliser aujourd'hui les véhicules qui sont dans des situations de stationnement gênant et très gênant. Sauf que comme ça n'a pas été dépénalisé, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On a les caméras de vidéosurveillance, on a la technologie qui fonctionne, et aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de le faire parce que en fait, ce sont encore considérés comme des délits qui sont des délits pénaux, et donc on ne peut pas finalement verbaliser. Donc il faut juste autoriser la possibilité pour le LAPI de fonctionner pour le stationnement des véhicules gênants. Le LAPI, c'est la lecture automatisée des plaques d'immatriculation. C'est en fait, excusez-moi. Oui, quand même, mais c'est quand même des questions qui me prennent un certain temps. Donc oui, c'est fondamental. Donc nous avons écrit au Premier ministre pour qu'il puisse faire évoluer la législation et le cadre réglementaire de ce point de vue-là, pour qu'on puisse verbaliser de manière automatique les véhicules en situation de stationnement comme en situation de circulation, pour contrevenir évidemment pour tous les comportements de stationnement illicite sur les pistes cyclables, sur les plateformes de tramway, dans les zones piétonnes. Aujourd'hui, il faut réguler la présence de ces véhicules sur l'espace public parce qu'elles génèrent aujourd'hui trop d'encombrements, trop de désagréments et surtout trop de risques. Parce que lorsque vous stationnez sur une plateforme de tramway, j'en ai parlé, c'est le risque pour le conducteur finalement de créer un accident, ce qui peut mettre en insécurité les usagers du transport public. Lorsque un livreur stationne sur une piste cyclable, ça oblige le cycliste à sortir de la piste sécurisée, à aller dans la voie de circulation et se réinsérer. Donc voilà, c'est d'autant de situations à risque finalement qui nuisent à la qualité de vie, à l'attractivité de l'espace public. Merci. Alors Christophe Cazet, les livreurs, il y en a des biens quand même, parce que là c'est vrai que on dénigre un petit peu en disant oh là là ils sont mal garés, etc. Quand même, malgré tout, la majorité, en tout cas on l'espère, fait son travail et le fait bien. Vous avez fait le choix, vous, il y a quelques années, donc quand vous avez créé cette société, d'avoir une flotte de véhicules électriques. On voit apparaître, notamment à Paris et à Lyon, des livraisons qui se font avec triporteurs, voire qui se font à pied. Alors, on met moins de colis que dans une camionnette, dans un triporteur, et même, on peut moins porter de sacs à la main. Mais est-ce que ce genre de solution aujourd'hui est possiblement transposable à l'échelle d'une ville de Montpellier au regard des volumes qui sont les vôtres et de la proximité ou de l'éloignement de votre zone de collecte ?
Aujourd'hui, non, ça c'est impossible. C'est très bien sur une métropole comme l'Île-de-France parce que sur 200 mètres, ils vont aller livrer 40, 50 clients. Ça, ok, c'est faisable. Sur la métropole de Montpellier, c'est pas possible. Les volumes, ils sont trop grands, trop gros. Et puis, il faut pas oublier les process que les commissionnaires de transport nous imposent. Et ça, c'est une vraie problématique en soi. Parce qu'on doit livrer avant 9 heures, avant 10 heures, avant midi, avant 13 heures. Là, c'est de l'inter, ça, c'est pas de l'inter, ça, c'est du sécurisé, ça, c'est du froid. Aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir gérer ça. Et Aujourd'hui, votre performance est mesurée à cette bien aune. sûr, bien sûr. Et puis la rémunération, parce que si vous ne faites pas, vous avez une pénalité. Mais la vraie problématique en soi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des camions qui partent, ils ont 40% de vide. Ils sont chargés qu'à 60%. Mais comme contractuellement, je n'ai pas le droit de massifier dans mon camion un autre commissionnaire de transport, je fais partir plusieurs de mes véhicules. Donc aujourd'hui, ça congestionne C'est-à-dire, aussi la ville. pour bien qu'on comprenne, c'est-à-dire que vous avez un colis qui vous est adressé, par exemple, vous nous avez donné les noms par Amazon ou par FedEx, l'un et l'autre, voire l'un ou l'autre, vous dit hors de question qu'il y a un colis d'un autre transporteur dans votre camion, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est une vraie problématique. Mais pour pouvoir faire ça, il nous faut des outils, il nous faut du foncier, il nous faut des solutions aussi bien techniques par des solutions peut-être, pourquoi pas, le tram fret, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir de la transition de colis sur des plateformes et sur des dépôts qui soient de proximité pour pouvoir faire de la cyclo-logistique. Parce que si on veut faire de la cyclo-logistique, il faut ramener le fret. Et pour ramener le fret, on ne peut pas le faire par camion. Donc réfléchissons aussi au tram fret. Mais pour piloter tous ces colis, tous ces flux et tous ces espaces fonciers, il faut aussi une plateforme. Avec Jérôme, donc l'associé d'Emmanuel Mouton, nous avons été lauréats d'un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle e-Log Urba. Et c'est une plateforme qui met tous les espaces fonciers et toutes les places de livraison connectées au profit de la métropole, de la collectivité. Et on va chercher les datas, les données des flux entrants des commissionnaires de transport, de façon à savoir combien on va mettre de chauffeurs, combien on va pouvoir mettre de véhicules et comment nous allons pouvoir transiter ces flux Expliquez-nous, de parce colis. que pour vous, c'est extrêmement clair, parce que c'est votre quotidien, la mesure des flux des commissionnaires de transport. Eh bien, on va faire un peu encore perdu. plus simple. Je vais laisser Emmanuel en parler. Alors je vais m'asseoir, c'est bon, je vais vous laisser faire tous les trois. Merci Christophe. Non, c'est vrai que c'est un projet quand même où la métropole, un territoire est partie prenante. On a signé un consortium où il y a un commissionnaire donc, de transport professionnel donc du terrain. Donc des problématiques terrain. Donc lui, il sait exactement ces problématiques comme il a pu l'expliquer. Et nous, on est là pour amener des solutions techniques. Technologique, comment identifier un colis, à quelle adresse il doit être livré, par quelle route il doit passer, à quel endroit, quelle est la capacité du camion à transporter le nombre, et donc d'arriver à avoir des outils qui simplifient tout ça, qui permettent de dire tel camion, vous le remplissez avec ça, 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 et il va passer par là, là, et il va éviter de prendre du temps, d'avoir plusieurs camions, de se garer à tel endroit, et donc on optimise tout ça. Donc ça, c'est toute une plateforme qui est en train d'être travaillée ensemble, et c'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'on arrive à enlever tous les verrous. Et donc montrer que concrètement, on peut trouver des solutions qui sont pérennes et qui sont faciles à utiliser et qui répondent donc aux enjeux. Julie Fraîche. Oui, alors après, il y a aussi d'autres sujets qui aussi permettent, par l'innovation, de traiter la logistique urbaine. Je pense notamment au projet Caretta, qui en fait a été labellisé dans les véhicules comme projet pilote au niveau national sur la logistique urbaine automatisée, dans le cadre des projets d'investissement d'avenir sous la houlette de Anne-Marie Hydrac. Donc ce sont aussi des droïdes qui, effectivement, de manière autonome, peuvent livrer, dans les zones piétonnes. Là, il y a une expérimentation qui est en cours à Antigone et dans l'Écusson pour livrer de manière totalement décarbonée. Et aussi, il y a une dimension sociale sur le travail qui viendrait soulager aussi le travail du livreur. Parce qu'on est bien d'accord, moi je répondais à votre introduction, évidemment que tous les livreurs ne stationnent pas de manière à encombrer l'espace public, évidemment. Et le métier est très pénible. On voit aussi tous les débordements qu'il peut y avoir aussi avec l'ubérisation de ce type de métier.
Donc aussi le but avec les véhicules autonomes, c'est d'arriver à soulager et à rendre moins pénible aujourd'hui des métiers qui rencontrent de nombreuses difficultés. Et je pense que ce sont les premiers, les livreurs, qui demandent que des solutions soient apportées pour multiplier les espaces de livraison et aussi pour rendre le trajet entre la place de livraison et le commerce qui soit le moins pénible possible. Moi, je rencontre des livreurs qui me disent mais regardez aujourd'hui ce qu'on nous met, on nous met des palettes avec aujourd'hui des systèmes à roulettes qui sont défectueux. Ça veut dire qu'on est obligé de pousser des kilos entiers sur 800 mètres. Enfin bon, je les comprends. Donc il me dit c'est pour ça qu'on va au plus près, parce qu'on n'est pas équipé pour ensuite se déplacer correctement sans trop de difficultés dans les zones piétonnes. Donc voilà, donc il y a vraiment effectivement toute la filière, et en plus c'est tellement spécifique, le débit de boissons, les denrées alimentaires, les transports publics, il y a 1000 sujets à investir, et c'est vrai que sur cette question-là, à Montpellier, depuis une dizaine d'années, rien n'a été fait. Merci. Alors Emmanuel Sinox, sur les données, on parle d'open data, de données ouvertes, de données publiques, de données privées. Là, vous menez une expérimentation ensemble, tous les trois, ce que je comprends de notre discussion. Au-delà de ce consortium, comme vous l'avez appelé, un petit peu particulier, est-ce qu'il est possible d'utiliser données publiques et données privées pour en tirer en fait quelque chose qui permette d'améliorer l'industrie pour tous? Aujourd'hui, vous travaillez avec la société de Christophe Cazet, mais est-ce que, au fond, chaque société de transport ne pourrait pas bénéficier de cette expertise, quitte à payer ce service, mais pour avoir une vision plus globale en fait des flux, pour améliorer la livraison? Et améliorer la livraison, on comprend que c'est améliorer aussi la circulation quotidienne des citoyens. Alors, on est à zéro carbone. Donc, le but, c'est comment un transporteur, qui soit donc au dernier kilomètre, voire au dernier mètre, donc c'est important, peut arriver à décarboner. Donc, déjà, c'est de connaître déjà sa flotte, de savoir où il doit aller, ses clients, optimiser son parc. Donc, tout à l'heure, on parlait peut-être de flotte d'entreprise, vous en avez parlé. Donc, déjà, connaître sa consommation de carburant, son mix donc, de carburant, et donc, toute la technologie permet de remonter sa consommation d'électricité, savoir à quel endroit, au niveau borne de recharge, il est branché, combien il va en avoir besoin, et ainsi limiter le nombre de véhicules qu'il va devoir avoir. Donc déjà, ça réduit son coût de détention et ça va limiter donc l'empreinte carbone. Mais c'est aussi, vous parlez des données ouvertes, c'est de pouvoir accéder à des données qui permettent de mesurer l'impact qu'on a. Parce qu'on n'a pas parlé finalement de dire tout ça, c'est pour savoir si on émet moins de carbone. Donc il faut bien avoir des capteurs qui mesurent l'air, qui mesurent finalement dans un endroit, est-ce qu'on a une émission de carbone ou pas. Et que ces informations-là soient accessibles par les utilisateurs pour qu'ils se rendent compte finalement de combien ils polluent finalement l'atmosphère. Donc ces données-là, et c'est là où les collectivités agissent. On fait depuis des années et des années avec la métropole de Montpellier, avec d'autres métropoles, pour arriver à agglomérer ces données, les mettre à disposition, les rendre compréhensibles, accessibles, ouvertes, gratuites, donc à des acteurs pour qu'ils puissent agir. Exploiter. Julie Fraîche, vous vouliez ajouter? Oui, je voudrais ajouter aussi sur la question aussi d'accompagner les professionnels. On est bien conscient aussi que la décarbonation de la logistique urbaine et de la logistique du dernier kilomètre s'inscrit dans les futures mesures de restriction de la zone à faible émission. La loi climat et résilience a été quand même très claire sur le sujet. Elle a été votée en septembre 2021. Et nous respecterons les engagements publics que nous avons pris pendant la campagne municipale. Ça veut dire que nous supprimerons le diesel pour tous les poids lourds en 2025. Ça a été dit il y a déjà pratiquement un an à tous les professionnels, parce que je crois que pour accompagner ce changement, accompagner la décarbonation des mobilités, il faut donner de la lisibilité à tous les acteurs de la logistique urbaine pour qu'ils puissent évidemment supporter le coût d'investissement qui n'est pas neutre pour eux, pour rentrer dans les nouvelles dispositions. Il faudra objectiver effectivement ces mesures de restriction qui ont pour finalité d'agir sur la santé environnementale pour améliorer la qualité de l'air. Donc
Donc parallèlement, nous allons équiper tous les groupes scolaires et nous sommes en train de travailler avec l'Atmo là-dessus, de tubes passifs pour objectiver les niveaux, notamment de particules fines et de NOx sur le territoire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont aujourd'hui les polluants les plus dévastateurs, notamment pour les enfants qui sont à hauteur de gaz d'échappement. Pour être crédible sur ces mesures de restriction, nous allons équiper, nous avons déjà à peu près 5-6 projets en cours, le territoire de stations multi-énergie, pour que les acteurs de la logistique puissent évidemment bénéficier de bornes de recharge rapides sur le territoire, de l'alimentation aussi en gaz naturel, à l'hydrogène, à l'ED95. Et donc nous lançons dès le début de l'année un appel d'offres à manifestation d'intérêt pour évidemment solliciter le privé pour l'implantation de ce réseau de bornes de recharge rapide. Christophe Cazet, je disais donc un service Écusson Vert, vous avez créé votre société avec cette volonté initiale de créer une flotte décarbonée. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça paraît évident, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. Au moment où vous avez créé votre société, en revanche, c'était tout à fait novateur. Et à cet égard, est-ce que les financeurs vous ont suivi? Comment est-ce que vous avez financé votre flotte? En plus, la livraison du dernier kilomètre, pour beaucoup, il y a encore quelques années, soit c'était dédié aux professionnels, au hasard les garages et les pharmacies qui sont bien pourvus en la matière, mais pour ce qui est du e-commerce, en tout cas, il n'y avait pas grand monde sur la place. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que quand en 2017, j'ai ouvert ma société et que j'ai présenté mon projet en 2016, c'était un projet complètement atypique pour eux, utopique même, parce que ils y croyaient pas spécialement et on croyait pas encore à la logistique urbaine, la livraison du dernier kilomètre, en se disant un gros camion, c'est 3 petits camions pour le livrer. Du coup, j'ai été voir des banques, des partenaires financiers qui m'ont fait des crédits. Ces crédits où je suis caution solidaire aujourd'hui. Et je suis en SASU, donc je n'ai pas ni de partenaire financier, ni d'associé. Je n'ai rien. Donc aujourd'hui, c'est mes données personnelles que j'investis. Aujourd'hui, j'ai 30 véhicules électriques que j'ai investis dedans personnellement parce que je suis persuadé que pour le centre-ville, même pour la métropole, c'est l'électrique qu'il faut vis-à-vis du petit colis. Donc moi, je suis sur l'électrique. Là, je viens d'investir sur un véhicule GNV parce que je viens de remporter un AMI avec la ville de Sète pour développer. Pardon. Oui, un AMI avec un appel à manifestation d'intérêt. Merci. Arrêtez, hein. Je suis chasseur d'abréviation, hein, donc avec un appel à manifestation d'intérêt avec la ville de Sète pour faire de la logistique urbaine, parce que la métropole de Montpellier a fait un schéma directeur il y a 2 ans sur la logistique urbaine au niveau territoire, et c'est très important de rejoindre le port de Sète et la ville de Sète. Donc j'ai remporté cet appel à manifestation d'intérêt pour le développer, et pour y aller, le véhicule électrique est trop petit. Et je n'ai pas assez de volume, je n'ai pas assez de capacité, donc j'ai investi là dans un véhicule au niveau du GNV. Donc ça, c'est des investissements au niveau de ma flotte et c'est moi qui investis mon argent personnel. Oui, et j'allais dire, ça pourrait passer inaperçu, mais vous avez dit que vous étiez en SASU et pas en SARL, ce qui veut dire que vous n'êtes pas à responsabilité limitée, vous êtes bien caution sur vos biens personnels du remboursement. Caution solidaire sur 30 véhicules, oui. C'est dire si vous y croyez. Mais j'y crois et de toute façon, ça se passe très bien. Hein. La métropole me suit, je vais à Sète, je suis en train de voir pour aller à Nîmes et à Clermont-Ferrand et je suis le vice-président du cluster WeForLog du transport de la logistique d'Occitanie parce que justement on croit au multimodal, on croit à la logistique urbaine et on sait qu'on va faire évoluer les choses. C'est un très beau mot de conclusion. Je vous remercie beaucoup, Christophe Cazet, donc président de service Écusson Vert, Julie Fraîche, vice-présidente de la métropole de Montpellier en charge des transports, et puis Emmanuel Mouton, directeur général de Sinox. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi l'ensemble de ces programmes que vous pouvez retrouver évidemment de façon séquencée sur la chaîne YouTube de La Tribune ainsi que sur le site internet de La Tribune, latribune.fr, avec donc cet événement Zéro Carbone qui vous était proposé aujourd'hui en direct de la Cité des métiers, de l'économie et des métiers de demain à Montpellier. Les programmes ont été préparés notamment par Maud Sauvage, Stéphanie Marine, Cécile Chéniaud donc de La Tribune, et puis à la technique qui ont permis que tout se passe dans de bonnes conditions de réalisation et de diffusion. Les équipes de Sanson, qu'ils en soient remerciés. Merci également à Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune, qui était présent avec nous pour animer des tables rondes ce matin. Je vous souhaite une agréable journée.